Bonjour Marie Peuzet, et merci d'avoir accepté notre invitation à Télérama. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, docteur en psychologie, ancien expert judiciaire auprès des tribunaux. Et vous avez créé en France dès 1996 la première consultation dédiée à la souffrance au travail. Vous avez également créé un site qui s'intitule Souffrance et Travail et vous êtes devenue une spécialiste des problématiques de pathologie psychique liées au travail, à l'épuisement professionnel et au burn-out, si on résume les choses comme ça. Vous participez également à de multiples commissions de réflexion autour de ces problématiques. Aujourd'hui, nous allons revenir tous ensemble sur un documentaire passionnant de Jérôme Lemaire qui a été diffusé hier sur Arte. Ce film s'appelle Le ventre à l'hôpital, vous l'avez vu. C'est un film d'une heure assez long, d'une heure 23, qui nous propose une immersion dans le bloc opératoire de l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans le 11e. Et on y découvre, dans ce bloc qui compte 14 salles d'intervention, on y découvre des équipes et des blouses vertes, blanches et bleues, tous au bord de la crise de nerfs, en plein craquage, désenchantés, fatigués, prêts à quitter le navire. On va déjà, pour commencer cet entretien, visionner un petit extrait. Je vais rester près de la dame, lui mettre de l'oxygène. Elle a une consultation d'anesthésie. Allez, on lui met de l'oxygène, elle tousse. Vous vous y attendez, donc vous savez très bien ce qu'il faut faire. C'est qu'à chaque fois, vous ne faites pas votre boulot. Alors vous le faites là. Vous lui mettez l'oxygène. Je ne vous ai pas demandé une perfusion, je vous ai demandé de l'oxygène. Vous voulez, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il va pas? Si on a un problème, que vous me dites. Non, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je suis quelqu'un d'assez disponible. Je vous dis, il n'y a aucun problème. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis encore le médecin et le chirurgien. Je ne refuse pas. Vous nous faites passer les malades en consultation d'anesthésie. Non, moi je suis infirmière anesthésiste. Je ne fais pas passer les mais patients. votre boulot, c'est d'être près de la malade. Je suis toujours près des patients. Non, vous étiez là-bas pendant toute l'opération, de la rassurer et de lui mettre de l'oxygène. Parce qu'on ne m'en a pas donné l'opportunité, monsieur. Il n'y a pas d'opportunité, c'est votre boulot. Attendez, vous rigolez ou quoi? Alors Marie Peuzet, on vous a envoyé vous avez découvert le film avant sa diffusion, quelques jours avant. Déjà, qu'avez-vous pensé de ce film? Pour moi qui ai travaillé 30 ans à l'hôpital de Nanterre, vous imaginez ce que ça m'a fait de découvrir, finalement, pas si longtemps après, 7 ans, ce qu'était devenu le milieu hospitalier. Ce qui frappe dans ce documentaire, au-delà du conflit terrible auquel on assiste là dans le couloir, ce sont les yeux vides de ces soignants qui hantent les couloirs sans plus se saluer, sans les rires que j'ai pu connaître, sans la vitalité qui est le propre du peuple des soignants. Et ce qui est impressionnant dans l'algarade très puissante qui est vécue de manière interindividuelle entre le chirurgien et l'infirmière anesthésiste, c'est qu'ils ont raison tous les deux. Il est en droit d'attendre qu'il y ait une anesthésiste auprès du patient parce que de tout temps, c'était la place de l'infirmier anesthésiste, puis de l'anesthésiste réanimateur, que d'être là. C'est une sécurité absolue pour le chirurgien. Mais elle, il faut qu'elle soit partout, puisque maintenant, on est dans la taylorisation du travail des soignants à l'hôpital, dans ce juste à temps, dans cette grammaire chiffrée qui réglemente le soin et qui aboutit à cette conflictualité idiote. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de chiffres concernant la souffrance au travail, qu'il n'existe pas. Ça a été un peu le leitmotiv qu'on a entendu dans les commissions parlementaires, ce qui est faux. Nous avons l'enquête SUMER en France. Vous pouvez rappeler ce que ça veut dire, SUMER? Alors, l'enquête SUMER, c'est une enquête épidémiologique de surveillance qui est faite par des centaines de médecins du travail sur des milliers de salariés français, qui est prédictive pour les 23 millions de salariés français. Elle est prédictive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'audit à faire. Les résultats de l'enquête SUMER donnent des indications, devraient donner des indications à tous les chefs d'entreprise, à tous les directeurs d'hôpitaux. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai immédiatement pensé à une ligne de cette enquête SUMER qui dit bien que quand on fait travailler les salariés à plusieurs choses en même temps, on augmente de 66% le risque de comportement agressif dans un collectif de travail. De comportements agressifs, de conflits. Mais bien sûr, ça s'appelle des comportements hostiles dans l'enquête SUMER. Donc on le sait tout ça. On sait que soumettre ces producteurs de soins
désormais appelés comme ça, alors qu'autrefois on les prodiguait, à une telle neutralisation de leur investissement, à cette charge mentale et physique, au fait qu'ils sont dans une usine, c'est devenu une usine, c'est une taylorisation terrifiante de leur activité physique, cognitive et de leur posture compassionnelle. Ça ne peut que générer des catastrophes. Et ça en génère, bien évidemment, du côté des patients comme du côté des soignants avec cette épidémie d'épuisement professionnel qui les frappe. Alors là, on a montré un extrait, effectivement, l'extrait d'ailleurs n'est pas intégral, de cette vive altercation entre un chirurgien et une infirmière du bloc. On voit aussi dans ce film des séquences, par exemple, qui sont très symboliques de, moi que j'ai comparé un petit peu à un aéroport, à une tour de contrôle, c'est-à-dire qu'en salle de régulation, on a des anesthésistes et des chirurgiens qui sont en train de voir comment on va faire entrer-sortir les patients à un rythme qui est très intense quand on connaît la durée et l'importance d'une opération. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un balai incessant. Là, il y a donc 14 salles et à chaque fois, l'encadrement et les cadres et les médecins disent on sature, la salle est bourrée. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est très significatif. C'est une scène extraordinaire parce que ça montre bien comment le New Public Management, puisqu'on n'a pas été fichu de trouver une traduction française, c'est-à-dire l'introduction du Lean Management à l'hôpital, lisser, optimiser les temps de travail, a produit le même effet que sur une chaîne de voitures. C'est exactement la même modélisation et on voit bien comment transformer un hôpital en entreprise comme une autre, avec la même grammaire chiffrée de description du travail qui ne prend jamais en compte ce qu'est la qualité du soin à donner, mais le temps mis à exécuter la procédure définie dans un bureau des méthodes, comment remplir le tableau de bord effectivement des différents blocs opératoires pour optimiser leur remplissage, comment tout ceci est totalement antinomique et place ces soignants en injonction paradoxale. Et surtout convoque chez eux, parce qu'il faut quand même le dire, ce peuple des soignants est admirable, puisqu'il arrive à tenir l'hôpital et le reste d'humanité qu'on peut encore y trouver, ayant été patiente récemment, je le sais, c'est eux qui arrivent à tenir cette affaire-là. Mais vous imaginez jusqu'où, dans quel recoin faut-il qu'ils aillent puiser cette présence, cette humanité, cet investissement d'eux-mêmes pour arriver à mettre un tout petit peu encore une fois, de chair dans cette espèce de paquebot métallique qui ne sait même plus où il va. Parce qu'on a l'impression que c'est sans fin. La scène de l'audit avec la directrice qui leur a promis un audit sur la qualité de vie au travail, alors que la qualité de vie au travail est déjà un enfumage, un papier cadeau sur ce qu'on devrait respecter, les conditions de travail et la santé au travail. Oui. C'est ce qui est prévu dans la loi et qui n'est pas respecté. Qui devient en fait un audit d'optimisation de ce qui reste comme temps non occupé dans les salles. Donc chacun est pris dans une logique de grammaire chiffrée, une logique encore une fois complètement financière, qui, je suis désolée, de l'extérieur, je pense qu'on peut tous le dire, parce que c'est comme ça à l'hôpital, c'était comme ça chez Lidl dans le documentaire qui est passé aussi, l'émission d'Élise Lucet, c'est comme ça dans tous les reportages partout. Ce système est devenu fou. Il y a d'ailleurs une anesthésiste qui l'exprime à maintes reprises. Ce système est fou, ce système est complètement ça n'a pas de sens. Ouais. Où est le sens du travail? Pourquoi fait-on les choses? Pourquoi se lève-t-on le matin quand on est anesthésiste réanimatrice? C'est pour aller endormir les gens, leur apporter le meilleur confort, les réveiller tranquillement. Mais vous vous rendez compte à quel point ces gens-là doivent se déplier pour arriver quand même à transmettre aux patients la capacité de calmer leurs angoisses, de passer un petit peu de temps quand même à leur parler, à les réveiller quand même avec gentillesse. Je vais vous raconter, il y a 2 ans, j'ai été opérée à l'hôpital de la Salpêtrière en neurochirurgie par un chirurgien exceptionnel qui m'a sauvée d'un lourd handicap. Le lendemain, premier pansement, toujours long, compliqué et dangereux à cause des infections. Au bout d'un quart d'heure, une sonnerie stridente retentit dans la pièce et je dis à l'infirmière, « C'est quoi, on vous appelle ?» Non. C'est un dispositif mis en place par la direction pour qu'on accélère nos pansements. Ne vous inquiétez pas,
Votre pansement prendra le temps que ça prendra. Et je me disais, mais pourquoi ne fait-on pas confiance à ces hyper professionnels qui sont des gens exceptionnels pour savoir combien de temps ça doit prendre passer avec chaque patient. Voilà, tout simplement. Ce monde est devenu fou. Et moi, je suis sortie du visionnage de ce documentaire accablée parce qu'on avait encore sorti la boîte à idées, l'éternelle boîte à idées qui fait que les gens se disent « Allez, on va réfléchir, on va apporter voilà, nos On va expliquer innovations. Un petit peu ce que c'est la boîte à idées. C'est en fait un dispositif, une idée, que l'équipe finit par lancer, à savoir prendre une boîte en carton, créer un trou, en faire une sorte d'urne, la recouvrir de papier coloré pour que ce soit joli et festif en quelque sorte, et que chacun puisse y déposer anonymement ou pas des suggestions, des idées, des remarques sur la vie du service. Et effectivement, alors ça vient à la fin du film, mais quelqu'un nous dit d'ailleurs, c'est pareil à l'école, oui, c'est d'ailleurs partout. C'est pareil partout, mais tout à coup on a vraiment l'impression que ce dispositif tout bête va être une espèce de pochette surprise magique qui va permettre de résoudre des questions centrales que les audits et tout ce qui se passe au sein de l'hôpital ne parviennent pas à résoudre. Donc il y a une espèce d'étonnement là. Donc vous la trouvez un peu... Alors non, moi ce qui m'ennuie dans cette scène-là, c'est que les lois Auroux prévoyaient la délibération sur le travail dans les entreprises et donc à l'hôpital. Parce que celui qui sait ce qu'il faut améliorer, c'est le salarié dans les 10 mètres autour de son poste de travail. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire pour que ça se passe mieux. Ça ne peut pas être du top-down qui descend des bureaux de méthode. C'est une erreur de penser ça, mais c'est une erreur gravissime qui remonte à la financiarisation de l'économie. À partir du moment où on a utilisé pour décrire le travail la grammaire chiffrée qu'on utilise pour la finance internationale, on a gauchi le vocabulaire utilisé pour décrire le travail. Et en fait, le travail réel, celui qui permet au monde de tourner, aux patients d'être bien opérés, aux ponts de tenir, bref, tout ce que les salariés font tous les jours, ce travail réel, il est en totale invisibilité parce qu'il est indescriptible. Alors, on va peut-être après élargir le propos, mais je voulais encore qu'on reste un peu au sein de l'hôpital. Et vous parliez aussi d'un sentiment de trouille que vous lisiez dans les yeux, peut-être de celui qui regarde, les nôtres, parce qu'effectivement, dans ce film, une autre caractéristique, c'est qu'on a vraiment tendance à se projeter on se projette en tant que patient, on se projette en fait aux mains de ces soignants qui semblent être un petit peu malade, enfin, en tout cas pas très en forme. Donc ça, c'est aussi un des points très forts du film. C'est un point très très fort, j'ai envie de vous dire, qu'on retrouvera partout dans toutes les entreprises, mais qui prend cette tournure extrêmement aiguë à l'hôpital, parce que là, ce sont des soignants qui nous soignent. Ils se mettent en danger, ils ne sont plus aussi performants sur le plan cognitif, ils sont à bout, physiquement et psychiquement. Or, quand on vous endort, on est entre les mains de l'anesthésiste réanimateur, un chirurgien épuisé. J'étais mariée 30 ans à un chirurgien, je travaillais 30 ans dans un hôpital, je sais comment ça marche, je connais ça de l'intérieur, c'est dangereux pour les patients. Mais au-delà de ça, toutes ces procédures qui alourdissent le travail, qui le complexifient, loin de régler l'affaire, permettent peut-être une traçabilité, comme pour la viande qu'on mange, parce que c'est un peu comme ça qu'on est traité quand on regarde ce documentaire, mais ne règlent pas véritablement la question de la sécurité. Donc nous, patients, entre guillemets consommateurs, devrions commencer à nous soucier de la santé de nos soignants, parce qu'ils vont très mal. Ce que nous avons vu là, c'est l'épuisement, c'est les conflits. Moi, vous savez, j'ai été appelée au mois d'août de l'année dernière, un soir, par le secrétaire du CHSCT du CHU de Toulouse, qui me disait « Marie Peset, c'est la 5e infirmière qui se tue, qu'est-ce qu'on fait ?» Comme si je pouvais faire quelque chose, comme si l'institution elle-même était, j'ai envie de dire, immobilisée, fibrosée au point de ne même plus pouvoir penser cette affaire des suicides. Absolument. Je voulais savoir, en fait, là, on est vraiment au sein de l'hôpital, mais est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une sectorisation de la professionnelle de la souffrance au travail, ou est-elle en train de se généraliser ?
Écoutez, j'ai commencé en 96. Le réseau des consultations dont je suis responsable en comprend 130 maintenant. Et je continue à dire que ce n'est pas un succès, que c'est un symptôme de ce qui se passe actuellement. Pour qu'il y ait eu un réseau informel qui se soit créé à côté de tout ce qui existe déjà, médecine du travail, différentes instances, HAS, INRS, etc. C'est vraiment que du territoire remonte des demandes. Je peux vous assurer que dans nos consultations actuellement, nous recevons le top niveau des entreprises, les directeurs d'hôpitaux, les DAF des grandes boîtes, même celles qu'on pouvait penser hors d'atteinte de tout ceci. Non, le lean management est en place partout. Il a commencé dans des usines d'automobiles, il est en place à l'hôpital, il est en place partout parce qu'il n'y a plus qu'une obsession, optimiser les coûts. Avec ce quiproquo terrible que l'optimisation des coûts se fait sur la description du travail réel, du travail prescrit, de la fiche de poste, de la procédure qui, on le sait, ne permet pas d'exécuter le travail. Et donc, je dis souvent, quand est-ce que les syndicats vont proposer comme grève utile la grève du zèle? Si demain, les salariés français ne se contentaient de faire ce qui est écrit sur leur fiche de poste, on verrait que tout s'arrête. Tout ne tient dans le travail qui est fait que parce qu'on rajoute. Et on le voit dans le documentaire, qu'au milieu de toutes ces procédures, de ce balai taylorisé, tout ne tient que parce que ces gens se défoncent pour que ça marche et pour que ça reste un peu du travail humain dont ils puissent être un peu fiers. Alors, vous disiez donc, vous voyez le top, vous voyez en fait des gens donc, qui sont, en fait vous voyez tous les niveaux de hiérarchie qui viennent consulter. On a souvent dit c'est les salariés fragiles, pas très formés, qui ne tiennent pas, mais c'est faux. C'est souvent le salarié, celui qu'on appelle le salarié sentinelle, celui qui est le plus attaché à l'exécution du travail dans les règles de métier, pas dans les certifications ISO, machin. Parce que AZF était certifié, AZF a explosé parce qu'un sous-traitant a posé le sac de chlorure de potassium au mauvais endroit. Ce qui montre bien que, voilà, on est dans un leurre d'une maîtrise absolue par la grammaire chiffrée, pendant que sur le terrain, les gens, ils essayent comme ils peuvent d'accomplir encore le travail nécessaire pour que ça tourne. C'est important de comprendre ça. Maintenant, c'est partout pareil. Et ce ne sont pas les gens les plus fragiles, ce sont les gens les plus solides que nous sommes en train de perdre. Et j'espère que nos dirigeants, que au gouvernement, que les ministères concernés vont réaliser que nous perdons le génie français. Vous allez jusque-là? Ah oui, nous sommes en train de perdre ce qui faisait le génie français, c'est-à-dire cette qualité du travail, ce travail particulièrement investi qui fait d'ailleurs par rapport aux autres pays européens une forme de spécificité mais aussi de faille, car le salarié français veut faire de la belle ouvrage. C'est important pour lui. Je parcours, excusez-moi, je parcours. Et là, il y a par exemple Hélène qui nous dit, vous résumez très bien le flux tendu sur lequel nous travaillons depuis plus de 10 ans. Mais comment on résout ça? Vous parliez de grève du zèle, mais de façon plus pragmatique aussi. Comment on change tout ça? Alors, vous avez bien remarqué, ça se voit très très bien dans le documentaire, mais ça se voit aussi chez Lidl, dans le documentaire d'Élise Lucet, et puis dans tous les autres, tous ceux qu'on a pu tourner, parce que vous savez, des documentaires, il en sort tous les 4-5 ans, des formidables. Chaque fois, tout le monde parle. Et puis, le bulldozer de ce lean management et de ces organisations du travail est d'une telle puissance qui nous écrase. Sa première efficacité, en nous faisant travailler à flux tendu comme ça, la tête dans le guidon, c'est de nous empêcher de penser. Et si vous ne pensez pas, eh ben vous n'arrivez pas à faire un pas de côté pour vous dire « mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que je pourrais dire à ma direction? Où sont les outils de description? Comment puis-je mettre en visibilité ce que je fais vraiment pour qu'on voit que c'est grâce à moi que ça tient ?» Nous n'avons plus le temps de penser notre travail. Nous travaillons tous la tête dans le guidon. Et d'ailleurs, nous décrivons, nous, cliniciens du travail, ce qu'on appelle les suicides blancs. Les suicides des gens qui sont en burn-out, qui viennent nous voir dans les consultations. On les a arrêtés, on les a mis sous antidépresseurs, on leur a dit de se reposer. Ça ne suffit pas. On les voit, ils nous disent « mais j'y arrive pas, j'appuie sur le bouton là, off, et ça ne marche plus. Donc, c'est pas que j'aime pas la vie, Madame Peset, mais je vais me tuer parce que je voudrais dormir. » C'est Michael Jackson, avant sa dernière tournée, se faisant injecter du propofol pour dormir 1 heure. J'ai vu avant-hier une salariée qui m'a raconté une scène qui m'a glacée. Elle est dans une telle surcharge de travail. Elle a 2 heures de route tous les jours. Elle est sur l'autoroute. Le camion qui est devant elle approche parce qu'elle roule trop vite.
elle ne s'arrête pas. Elle est dans un état second. Elle est en train de se suicider. Le camion approche, il est de plus en plus près, elle ne réagit toujours pas. Elle est vide. Elle a perdu cet élan vital qui fait que vous ralentissez quand un camion approche. Ce sont les klaxons des voitures autour qui l'ont fait sursauter et se dégager finalement sur la voie d'arrêt d'urgence. C'était une tentative de suicide. Pour que ça s'arrête. Donc oui, je voudrais aujourd'hui, comme tous les jours depuis des années, lancer un appel. C'est entre nos mains. Soyons d'abord attentifs les uns aux autres et puis arrêtons de penser que c'est que l'hôpital ou que c'est que Lidl ou que c'est telle entreprise qu'on va dénoncer pour les pressions morales qu'elle exerce. C'est une triste réalité nationale et il est temps que chacun d'entre nous se souvienne qu'il y a derrière l'obligation qui pèse sur l'employeur de préserver la santé physique et mentale de ses salariés, qui est ce magnifique article L4121, un autre article qu'il faudrait afficher partout, le 4122, chaque salarié est responsable de sa santé au travail et de celle de ses collègues dans ses actes comme dans ses omissions. Donc agissons, arrêtons de détourner la tête quand quelqu'un est fustigé devant nous et que nous préférons ne pas intervenir. C'est un peu ce que le professeur Magnien a vécu quand il est retourné travailler à l'hôpital Pompidou. Hein. Des gens qui se détournaient de lui parce que peut-être la consigne avait été donnée de ne pas trop lui parler. Vous faites allusion à un professeur qui s'est défenestré. Parce que l'hôpital, ça n'est pas que des conflits de personnes, c'est aussi cette ambiance où la solidarité a été totalement détruite. Moi, j'ai le souvenir d'un hôpital où nous allions passer Noël avec nos enfants parce que mon mari était de garde et ça ne posait aucun problème parce qu'on s'y retrouvait dans une convivialité. Les chirurgiens que nous voyons, les soignants que nous voyons se sauvent de l'hôpital le plus vite possible. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et croyez-moi, hein, ce ne sont pas des réformes pondues d'en haut qui seront de nouveaux caterpillars qui vont écraser encore plus avec des systèmes encore plus colossaux la subjectivité des soignants qui vont régler l'affaire. Hein. C'est véritablement une démocratie de terrain et ces merveilleuses lois aux roues. Demandons aux soignants comment ils veulent soigner. C'est leur métier, ils savent. Alors, je vois que Magali évoque le lean management et la poste et des conditions de travail extrêmement difficiles. Elle est cadre à l'exécution courrier et très attachée à son travail et au service public. Il y a plein de témoignages qui vont dans ce sens. Bernard qui dit le système financier a phagocyté le système de la santé, nous tuera tous, il nous gère comme des chiffres. Mais moi, je voulais en fait qu'on revienne à un projet dont vous m'avez fait part, qui est en fait la création d'un centre qui serait, si on peut faire un parallèle équivalent à celui qui existe pour les policiers, on va dire brisés ou comment on pourrait les qualifier? Policiers gendarmes. Policiers gendarmes. Le Courbat. Voilà, c'est un château, je crois, qui se trouve en Indre-et-Loire, dans lequel ces fonctionnaires peuvent aller bénéficient d'un suivi, d'un traitement pour se remettre en forme. Enfin, remettre en forme étant une expression au sens large. Donc vous êtes en train de mener ce projet, enfin de le bâtir. Je crois que vous avez été reçu la semaine dernière à l'Élysée pour le présenter. Tout à fait. De quoi s'agit-il et où en est-on en fait? Alors, en fait, c'est un projet qui est issu des territoires. Et peut-être que c'est un peu cette action démocratique qu'il faut envoyer comme message à tout le monde. C'est qu'en région, sur les territoires, nous tous, nous savons ce qu'il faudrait faire pour arranger les choses. Donc j'ai été contactée il y a 2 ans par tout un groupe de personnes du Sud-Est qui avaient fait des burn-out très graves dans l'industrie automobile, qui n'avaient jamais pu reprendre leur travail et qui avaient trouvé un lieu magnifique qui se trouve tout près du Pertuis, un centre absolument extraordinaire pour lequel, bien sûr, il faudrait que l'ARS nous donne des lits pour le transformer en ce qu'on appelle centre de soins de suite, sauf que vous l'avez bien compris, l'ARS est dans le tout ambulatoire, c'est bien de rentrer le matin et de sortir l'après-midi. Nous avons bien évidemment les thérapeutiques, puisque dans le réseau, nous avons des résultats remarquables sur les épuisements professionnels. S'ils viennent nous voir assez tôt, en 6 mois, nous arrivons largement à les remettre d'aplomb et 80% d'entre eux retrouvent du travail, pas forcément l'ancien, mais du travail. Les
20% restants vont être mis en invalidité de type 2 parce qu'ils sont gravement atteints. Et c'est bien pour ça que nous sommes contre le classement en maladie professionnelle du burn-out, parce que ça ne permettrait pas la mise en route des systèmes d'invalidité et de prévoyance. Et nous avons donc des thérapeutiques spécifiques. Qui marchent. Voilà, nous voudrions faire un centre d'études de ces pathologies, bien évidemment, puisqu'on dit qu'elles ne sont pas définissables, que ce ne sont pas des maladies. Eh bien, allons-y, faisons des cohortes cliniques et que tous les chercheurs viennent regarder ce qui se passe. Nous voudrions faire aussi un centre de formation des acteurs de l'entreprise pour arrêter, là encore, de pointer le bourreau et la pauvre victime, mais plutôt d'aller vers les chefs d'entreprise des petites et moyennes entreprises en France, qui sont la majorité de notre tissu de terrain, pour les aider à mettre des marges de manœuvre dans ces organisations du travail, puisque achètent du lean management clé en main, bien évidemment pour augmenter leur productivité. Or, un salarié peut être très productif s'il est en bon état et en bonne santé. Alors, ce lieu, il est situé où? Et est-ce que vous avez espoir qu'il voit le jour un de ces jours? Il est à Mirabeau. Nous avons créé une société coopérative, puisqu'il faut que ce soit une démarche, bien évidemment, la plus démocratique possible. Nous ne sommes pas les seuls, certainement. Nous sommes certainement en phase de fédérations hospitalières et puis de gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Ce que nous avons de différent, bien évidemment, c'est essentiellement le savoir-faire des centres de consultation et nos prises en charge très spécifiques et particulières. Et puis, nous allons bien voir qui, au bout du compte, arrivera dans la partie étroite de l'entonnoir. D'accord. On va évoquer ce livre-là que j'ai mis sur la table qui va peut-être surprendre certains. Il s'intitule « Le burn-out pour les nuls ». On connaissait le japonais pour les nuls, la cuisine sans gluten pour les nuls ou Windows pour les nuls. Là, vous venez de signer cet ouvrage chez First, qui est une espèce de vadémécum très complet. Je dois dire que on en parle, on l'a longuement consulté, et c'est vraiment un outil pour malheureusement tous les gens qui en France en ont peut-être besoin, pour identifier les symptômes, connaître les thérapies qui existent, et encore une fois avec des annexes juridiques, voir ce qu'on peut faire dans les cas d'épuisement professionnel. J'ai mis dans ce burn-out pour les nuls, que j'ai accepté de faire parce que les éditions First sont remarquablement distribuées partout, y compris dans les gares. J'ai écrit, c'est mon 5e livre. Alors, les livres un peu comme ça, soutenus, comme on dit, on peut faire des jolies ventes, mais ça n'atteint pas tout le monde. Et là, il me paraissait important de viser la cible essentielle, qui est chaque salarié qui doit pouvoir... j'ai élaboré un test de propagation du burn-out qui fonctionne très bien, s'évaluer, qui doit pouvoir trouver le cadrage légal dans lequel il peut réclamer quelque chose, qui peut même trouver, c'est aussi valable pour les managers et pour les chefs d'entreprise, les critères GOLAC, qui sont les critères officiels d'identification des risques psychosociaux transformés en questionnaire. J'ai voulu là donner des outils de repérage, des outils de repérage sur soi, de son état clinique, donner l'expérience de tous les patients qui ont accepté que je parle de leur histoire, pour montrer comment on est tiré d'affaire, non pas en étant soigné comme une victime, non pas en s'éternisant en arrêt maladie parce qu'on n'ose pas rentrer sur son ancien poste dont on ne sait pas si on va vous faire des conditions de travail humaines ou pas. Généralement, c'est pas le cas. Non, j'ai voulu montrer qu'on pouvait, en mobilisant tous les acteurs de notre réseau et les acteurs de l'entreprise, en sachant quoi demander et à qui, rebondir très rapidement. Par exemple, le patient ne sait pas qu'il peut faire une formation pendant l'arrêt maladie. Le patient ne sait pas que ça ne sert à rien de s'éterniser dans un arrêt maladie quand, après contact avec le médecin du travail, on sait que le retour va être un nouvel enfer. Il vaut mieux couper le lien avec l'entreprise. On a des avocats pour ça. Voilà. Il faut que le temps d'arrêt maladie, qui malheureusement est souvent un peu trop un temps mort en France, soit un temps de coopération de tous les intervenants. Donc nous avons des savoir-faire très pointus et il fallait les transmettre. Et puis il fallait surtout dire aux gens
qu'il faut qu'ils arrêtent de se sentir responsables de ce qui leur arrive et pas à la hauteur. Ça n'est pas parce qu'ils sont fragiles qu'ils ont craqué, c'est parce qu'ils ont voulu défendre le travail fait dans les règles de métier, le travail fait avec honneur, le travail qui fait que vous vous levez tous les matins en vous disant « je suis utile au monde, ce que je vais faire va servir », le travail qui fait que vous vous regardez dans la glace et que vous n'avez pas honte de la manière dont on vous a fait travailler à l'hôpital, à l'usine, à la poste. Vous savez, il faut des clés pour comprendre ce qui se passe depuis 30 ans que le marché du travail a évolué. Si vous n'avez pas de clés économiques, de clés légales, de clés sociales, de clés psychologiques, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et vous faites comme tout le monde, vous accablez dans une culpabilité individuelle bien traditionnelle et judéo-chrétienne sur ce qui vous arrive. Or, quand vous avez la liste des techniques de management pathogènes sous les yeux, et que vous vous dites, mais alors c'est pas que moi, c'est partout comme ça. Tout d'un coup, là, vous arrivez à faire ce pas de côté salvateur en vous disant, c'est l'organisation du travail qui est en cause. Et ça n'est pas nécessaire de me faire travailler comme ça, parce que je suis investie. Moi, encore une fois, je le redis, je suis inquiète de voir que actuellement, dans nos consultations, nous recevons le top niveau des entreprises, que ce sont les directions Europe. Et je vais même dire quelque chose de plus grave. Il y a une manière très simple de diagnostiquer le burn-out, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons la chance d'avoir dans ce pays des neuropsychologues brillants qui savent faire ce diagnostic grâce à la batterie de tests en leur possession qui leur permet de faire des diagnostics de tumeurs au cerveau, d'Alzheimer et autres pathologies. Donc moi, tous mes patients font des bilans neuropsychologiques qui attestent d'un diagnostic de surmenage, puisqu'en français ça s'appelle comme ça. Eh bien les derniers que je vois revenir de bilans neuropsychologiques attestent d'une atteinte définitive des fonctions intellectuelles. C'est-à-dire que là, le repos va plus suffire. J'ai une femme qui était à la direction Europe d'une entreprise internationale, issue d'HEC, qui ne pourra plus jamais retravailler parce que son cerveau est définitivement abîmé, parce que son cœur, 1 an après l'arrêt maladie, bat toujours à 140 en stress aigu. Donc, moi j'alerte, hein, tout ça va coûter une fortune à la sécurité sociale. Tout ça nous coûte nos plus belles intelligences et nos salariés les plus investis. Arrêtons cette folie. Je pense qu'on pourra en discuter très très longtemps encore. Merci beaucoup Marie Peuzet pour tout cet échange et la qualité de vos interventions. Je voulais aussi remercier tous les gens qui nous ont envoyé posé des questions mais qu'on n'a malheureusement pas pu retranscrire. Mais merci beaucoup. Merci à vous.